Salut la tribu, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. On se retrouve pour un petit podcast canapé chill. Ça fait plusieurs jours que j'ai beaucoup d'idées, de ressentis, d'envies de partage qui me traversent la tête et je les note dans mon téléphone. Et j'avais aussi envie de vous remercier parce que ces derniers temps, j'ai reçu pas mal de messages pour me remercier de partager ce que je partage, de dire mes ressentis, de visibiliser certaines choses. Voilà, donc on est parti. Quelle est la première leçon ? Je redécouvre un petit peu. Ah oui, avant, je voulais vous partager ça aussi. C'est Bulletin des étoiles, dans un de ses récents posts. Elle a écrit « Que fais-tu dans la vie ?» et différents types de réponses. Par exemple, la première, c'est « Que fais-tu dans la vie ?» Je troque la productivité contre l'expression de mon pouvoir créateur. Et la deuxième, c'est « Je m'autorise à être entière pour ouvrir la voie à celle qui s'était fragmentée. » Et ça m'a fait « Wow !» Ça rejoint la gratitude que je vous témoignais par rapport au message et d'oser être moi, d'oser penser comme je pense, ressentir comme je ressens, aimer comme j'aime, m'habiller comme je m'habille, voir comme je vois. Enfin voilà, juste être et exister et que ça vienne inspirer d'autres personnes, d'autres femmes à faire de même ou à en tout cas oser se retrouver elles-mêmes, retrouver ce qui a été mis de côté, réunir ce qui a été fragmenté, c'est vraiment ça en fait. Et c'est très guérisseur pour moi parce que moi j'ai tellement souffert d'être loin de moi, d'être fragmentée et de porter des masques, des injonctions, plein de choses qui sont pas à moi, qui sont pas qui je suis vraiment au fond et qui me rendent pas vraiment épanouie. Voilà, j'ai ancré très tôt cette honte toxique comme quoi je suis une mauvaise personne, je suis bizarre, je suis pas aimable. Et ces 2 dernières années, depuis le burn-out, je réalise que c'est surtout que j'ai beaucoup traîné avec des gens dans le déni et que plus les gens se fuient eux-mêmes, plus ils réagissent à ma simple existence et moins ils la supportent. Ça maintenant, mais c'est tellement clair comme de l'eau de roche. Et puis, moi aussi, j'ai beaucoup travaillé et c'est encore un work in progress, mais j'ai vraiment tellement progressé en 2 ans là-dessus. Je me félicite. Je sais pas pourquoi j'allais faire ça, genre je touche du bois. Je me félicite de prendre ma part en fait, pour ne plus nourrir des schémas, des dynamiques qui sont délétères pour l'autre et pour moi, Et ça implique d'avoir identifié les rôles que je prenais, pourquoi c'était là en fait, que c'était des stratégies de survie, d'être toujours la sauveuse, la thérapeute, le bureau des pleurs, d'avoir aucune limite, d'être toujours en train de rassurer, d'être disponible, tout ça, et de tout anticiper. Voilà, de transformer tout ça pour vraiment être vrai et de donner parce que j'ai envie de donner en fait. D'aimer parce que j'aime vraiment et de donner depuis un cœur ouvert et sincère et pas parce que il faut, parce que j'ai besoin d'être aimée pour ma sécurité parce que j'ai l'impression que sinon je vais mourir ou parce que j'ai l'impression que telle personne, je me dis qu'elle va me quitter ou je sais pas quoi et je vais mourir. Enfin, c'est toujours en lien avec des blessures profondes d'attachement et des réactions très enfantines, très simples. Ah il faut que je fasse ça, sinon il va se passer tel scénario catastrophe. Et ça vient de l'enfance, C'est des croyances très simples parce qu'elles sont très jeunes et elles sont bien ancrées parce que c'est des stratégies qui nous ont servi vraiment pour survivre à l'époque. Et voilà, d'identifier, de déconstruire tout ça. Et je fais un énorme travail de reparentage de moi-même, de devenir mon propre parent, mon propre adulte safe et présent et empathique et protecteur et de reconnecter aussi avec mon animalité. Les mammifères que nous sommes, en fait. On est des êtres humains, mais on est aussi des mammifères. Et pour notre plus grand malheur, on l'a oublié. Et du coup, on se coupe vraiment d'une grosse partie de ressources, d'énergie, de vie, surtout par la colère. J'en parlais un petit peu dans mon ancienne vidéo, qui est vraiment une énergie de vie que j'avais énormément enfouie parce que c'était pas du tout safe. Et je comprends pourquoi. Je ne pouvais pas y accéder. Et ces 2 dernières années, j'ai dû la retrouver. C'était pas toujours confortable, mais c'était vraiment nécessaire pour récupérer de l'énergie de vie, de la présence, de la vérité, un sentiment d'identité, en fait, de qui je suis, de mes contours, de mon corps, et du coup, pouvoir plus être en relation avec les autres. Parce qu'on peut pas être en relation si on n'est pas là, si on n'est pas vraiment incarné, si on n'est pas vraiment vrai, et si on n'a pas de conscience de nos contours,
on ne sait pas où on termine et où commence l'autre. Et du coup, il n'y a pas de relation. Et c'est de la fusion sinon. Et ça donne toujours des choses très, très délétères. Du coup, parmi les leçons qui m'ont changé la vie, il y a accepter la réalité va te faire gagner beaucoup de temps et d'énergie. Accepter où tu en es, accepter ce que tu ressens, accepter où les gens en sont, ne pas chercher à les changer. Et ça ne veut pas dire tout accepter comme ça, sans aucune limite, du coup, parce que j'accepte où en sont les gens, et dire oui à tout. Il y a une distinction très claire entre j'accepte où en sont les gens, et je cherche pas à les changer, à les forcer, et je prends en compte ce que ça me fait, leur comportement, leurs réactions, leur schéma qui se répète, leur conscience ou leur inconscience, leur volonté de prendre leurs responsabilités personnelles ou pas, et que ce soit toujours la faute des autres. C'est voir où en sont les gens et voir moi où j'en suis, ce que ça me fait vraiment, mes ressentis, mes besoins, et qu'est-ce que je fais avec ça. Et si je sens que c'est pas compatible, de réajuster la distance nécessaire. Et pareil, avec moi-même, accepter là où j'en suis, accepter mon état, plutôt que de lutter perpétuellement à vouloir être ailleurs, à vouloir être mieux, à vouloir être parfaite, à vouloir ressentir ceci, cela, pour, encore une fois, nourrir une fausse image, une fausse personnalité qui me rendrait plus aimable. J'en parlais dans ma vidéo d'avant, de survie vs authenticité, en fait. Qui on est vraiment versus nos schémas de protection qu'on prend pour notre personnalité. Ça paraît hyper bateau, mais pour moi, c'est hyper important et ça a été une grosse leçon. Ah oui, à partir du moment où j'accepte où j'en suis, tout va mieux, quoi. Et ça veut pas dire ne pas agir et être léthargique et tout accepter. Encore une fois, c'est très différent. C'est juste se voir, quoi. C'est difficile d'avoir la maîtrise sur son expérience, de pouvoir utiliser son pouvoir personnel, de pouvoir co-créer et construire la vie qu'on veut si on ne voit pas la réalité. Tout est difficile si on ne voit pas la réalité, en fait. Si on n'est pas en contact avec la réalité, tout est très difficile. Et j'ai l'impression que depuis 2 ans, c'est juste plein d'allers-retours entre la fuite et je reviens dans la réalité et dans le présent et dans mon corps. Et plus le temps passe et plus j'accompagne mon système nerveux, j'augmente petit à petit ma sécurité intérieure, plus les allers-retours se font rapidement, plus les réalisations de « ah oui, là, je suis en train d'agir en pilote automatique », plus ça, je le vois vite. Ça change tellement la vie. C'est un life hack qu'on devrait tous avoir depuis le début de notre vie, en fait. On l'aurait si on avait eu un attachement sécure, hein. Ça revient beaucoup aux blessures d'attachement et le système nerveux, c'est l'attachement. Il se développe par un attachement sécure et par des parents qui sont vraiment en capacité d'être présents à eux-mêmes, à leurs émotions, à leurs besoins, à leur corps, en vrai de vrai, et qui sont à l'aise avec l'amplitude des émotions humaines, qui sont à l'aise avec leur part animale, qui sont à l'aise avec la colère, qui ont fait un travail sur la honte toxique. S'il y a ce bagage-là, ils peuvent être présents et ajustés pour leur enfant. Mais est-ce que vous connaissez beaucoup de gens qui ont eu ça ? Moi, perso, j'en connais pas. Et c'est ce qu'on appelle le trauma transgénérationnel. On est en énorme carence de présence et d'empathie et de co-régulation et de sécurité profonde. Je parle d'une vraie sécurité au niveau du système nerveux. Du coup, on se le transmet. On transmet perpétuellement cette insécurité. Donc c'est vraiment une révolution humaine et relationnelle qui a une portée incroyable de faire ce chemin de reparentage de soi. Il est jamais trop tard pour l'entamer. Il est jamais trop tard pour inspirer les autres aussi, juste en incarnant qui on est vraiment, pour de vrai, de vrai, de vrai. J'imagine que c'est encore plus soutenant de le faire avant de se reproduire. Le nombre de fois dans ma vie, je voyais déjà des gens faire des enfants et je me disais mais pourquoi ils font des enfants en fait ? J'ai l'impression qu'ils n'ont pas la mesure de l'implication que c'est d'avoir un enfant, un être humain à charge, à responsabilité. Et j'ai l'impression qu'ils le font pour des raisons de compensation, de manque qu'ils ont en eux et qu'ils attendent que leur enfant soit leurs parents et viennent réparer ce dont ils ont manqué
à commencer avec mes propres parents. Je me suis dit, assez jeune, ok, je peux pas compter sur eux. À un niveau matériel, de sécurité matérielle, vraiment beaucoup, je pouvais vraiment beaucoup compter sur eux. Mais à un niveau psychologique, émotionnel et de sécurité, en fait, de co-régulation, de sécurité dans l'attachement, très tôt, je me suis dit, bah non, il y a personne. J'ai pas l'impression d'avoir de parents. J'ai l'impression d'avoir des enfants. C'est pour ça que je ressentais tellement souvent une espèce de solitude tellement profonde et de détresse et d'impuissance parce que j'étais moi-même une enfant, parce que j'étais moi-même immature. J'avais un système nerveux et un cerveau pas fini d'être formé, parce que j'étais vulnérable. Je ne pouvais pas compenser ce qu'ils attendaient que je compense, endosser les rôles qu'ils attendaient que j'endosse. J'ai pris beaucoup de postures qui correspondaient à ce qu'ils attendaient. C'est pas parce que je l'ai fait que c'était juste. J'ai vu tellement de fois des parents attendre que leurs enfants soient leurs parents, leurs thérapeutes, qui réagissent comme des adultes en fait, alors que eux-mêmes ne réagissent pas comme des adultes et que eux-mêmes n'ont pas les ressources et la maturité, et ils attendent qu'un enfant de 5, 6 ans, que sais-je, ait cette maturité. Ça n'a aucun sens en fait quand on y pense. Quand on y pense, quand on se pose 2 minutes là, tout ce qu'on attend des enfants, c'est un truc de fou. Tout ce qu'on fait peser sur eux, à quel point on ne sait pas ce que c'est l'enfance, on ne sait pas ce que c'est être un petit être humain en fait, être un petit mammifère. Je sais que vous êtes beaucoup dans ma communauté à faire partie du mouvement qu'on appelle enfantiste, qui prend en considération les oppressions systémiques constantes qui pèsent sur les enfants. Nos systèmes modernes dans lesquels on baigne écrasent et oppriment tout ce qui est plus vulnérable, plus faible, qui n'a pas autant de pouvoir. C'est systémique, quoi. C'est systématique. Ça fait partie de mon premier point, en fait. À partir du moment où tu acceptes qu'il y a des oppressions systémiques, où tu les regardes, où tu les vois, et tu acceptes que oui, ce soit inconfortable, que ça te fasse mal, que ça te fasse réagir, qu'il y ait des parts de toi qui veuillent rester dans le déni, etc. Tu acceptes aussi tout ce que ça te fait. À partir du moment où tu fais ça, mais vraiment, tu gagnes du temps aussi. Oh là là, c'est super, vraiment. J'ai rencontré des gens ces dernières années dans des milieux soi-disant éveillés spirituellement, humainement, développement personnel, tout ça, qui sont persuadés que les oppressions systémiques envers les femmes n'existent pas. Et je suis pas là pour chercher à convaincre ces gens-là, vraiment. Ça fait partie des choses aussi, des leçons que j'ai apprises ces 2 dernières années. C'est vraiment les gens qui ne veulent pas voir, qui ne veulent pas savoir, qui ne veulent pas entendre, qui se font leur petite réalité, quoi, qui se construisent leur monde, et je les laisse faire. Personne n'aime être convaincu. Et c'est Thomas d'Assembourg, je crois, qui dit « Personne n'aime être un con vaincu ». Ne pas chercher à convaincre les gens, pareil, on gagne beaucoup de temps et d'énergie. Et les gens qui se font des films sur qui je suis, sur des interprétations pas possibles, qui partent tellement loin. Voilà, j'ai arrêté d'essayer de contrôler ce que les gens pensent de moi. Restez dans vos délires, voilà, mais restez loin de moi, du coup. Je dis pas tout ça pour parler à ces gens-là, je vous parle à vous. Les gens qui sont sur ce chemin de conscience et de systémie et de mise en lumière. Voilà. Dans accepter la réalité, j'ai marqué « J'ai mis 2 ans à accepter que je ne voulais plus être thérapeute ». Oui, c'est une réflexion que je me suis faite là cette semaine. J'ai mis 2 ans à accepter entièrement et pleinement que je ne veux plus être thérapeute, que j'en ai fait le tour et que je ne veux pas relancer mon entreprise comme elle était avant. J'ai essayé un peu et très vite j'ai vu que tout me montrait que ça prenait pas, quoi, et ça m'a permis vraiment de voir que ça me fait plus réellement kiffer et vibrer. Et très naturellement, au printemps, s'est présentée l'occasion d'assumer la styliste en moi, d'assumer d'être coach en image et de faire du personal shopping pour les gens, de lancer ma friperie seconde main. Je m'habille uniquement en seconde main depuis 6 ans maintenant. Et ça m'a vraiment beaucoup aidé à me réapproprier mon corps, à me sentir plus à l'aise, plus libre d'être moi. Ça a été très guérisseur. Et c'est quelque chose que je faisais en mode passion, quoi, avec mes proches, mais depuis 15 ans, quoi. J'adore faire ça. C'est tellement naturel pour moi. J'ai un souvenir d'arriver dans un magasin pour quelqu'un qui cherche une chemise pour un mariage et de tout de suite la voir. Je scanne en 2 minutes la pièce, je vois la chemise, je la prends,
je dis celle-là, elle va super bien t'aller, c'est celle-là. Et la personne a quand même eu envie de prendre le temps de tout regarder et d'essayer plein de trucs. Et à la fin, elle est repartie avec la chemise que j'avais vue au bout de 2 minutes. C'est des compétences que j'adore utiliser au service des autres. Et en plus, là, j'ai découvert au printemps qu'il y a des gens qui ont besoin de ça et qui sont prêts à payer pour ça. C'est un échange de bons procédés, en fait. C'est un échange d'énergie qui est tellement nourrissant et tellement juste et tellement vibrant pour moi. Et j'ai énormément d'envie créative. Ça fait du bien, en fait, d'accepter que je suis artiste aussi. Et je vois que pendant très longtemps, j'étais persuadée de juste être thérapeute et que c'était pas important, c'était superflu. Et je vois que avec mon travail de guérison spécifique que je fais depuis 2 ans, ça fait partie de ma guérison et de rassembler ce qui était morcelé, d'accepter et d'intégrer ma part artiste et d'assumer qu'elle est là et que ça n'a rien de superflu. Et même les vêtements, le personal shopping, tout ça, le coaching en images, je me suis énormément jugée de superficielle. Là, maintenant que j'ai osé assumer et plonger dedans, je vois à quel point. Mais c'est pas du tout superficiel. Ça vient toucher tellement profondément parce que l'image, les vêtements, l'apparence, ce qu'on met sur notre peau aussi, c'est quand même très intime. Ça vient parler de qui on est, de nos goûts, de nos besoins, de nos envies, de nos injonctions, de nos croyances, de nos catégories socio-professionnelles, du rapport à notre genre, du rapport à notre famille, de ce qu'on a entendu, du rapport aux autres, aux environnements, à l'école, à que sais-je. Ça vient connecter plein de choses dans la vie humaine et c'est tellement passionnant et intéressant, j'adore. En fait, pour moi, c'est de l'art-thérapie. Et du coup, c'est pas renier toute mon expérience de thérapeute, c'est ça que j'adore. Et je me souviens au début, il y a 2 ans, oh là là, j'avais l'impression que si j'arrêtais, vraiment, c'est comme si je foutais tout à la poubelle et que je perdais tout. Et en fait, pas du tout, quoi. Si tu es en train de changer de métier, de changer de vie, de changer de façon de faire, c'est pas tirer un trait et foutre à la poubelle toutes tes expériences que tu as accumulées, toutes les compétences que tu as accumulées, tout ce que tu as appris, c'est là et ça partira jamais et ça te servira toujours. Ça va faire des ponts et des connexions que tu n'avais même pas imaginées. Et c'est ça qui est beau en fait, c'est que ça va faire que c'est toi quoi. Que c'est toi, que c'est ton approche, que c'est ta vibration. Tu vas venir faire des liens et connecter des choses et des compétences. Et ça va donner des choses magnifiques parce que tu le fais avec sincérité, avec une vraie volonté, avec motivation, avec énergie. Si tu te forces, on connaît, ça ne marche jamais. Ou ça marche un temps, mais après ça s'effondre et c'est encore pire. Si tu décides de changer de voie ou que tu vis un burn-out, ou voilà, que tu as un gros brassage et une grosse remise à jour dans ta vie en ce moment, et là j'ai l'impression que vraiment c'est la saison, quoi. Il y a un truc cosmique où vraiment tout le monde est en mode allez, petite mise à jour là, ah t'as voulu fuir ça, allez hop hop hop. Qu'on peut de moins en moins se mentir et se fuir et qu'il y a de plus en plus de lumière qui est mise sur toutes les zones d'ombre. Il y a ce bénéfice en fait de mise en lumière et sache que tu es capable. Si t'en as envie, c'est que t'es capable. Si ça te fait vibrer, si ça te met en joie vraiment, c'est que t'es capable. C'est que c'est possible. Et même si ça prend du temps, prends ton temps. Enfin vraiment c'est quelque chose, j'allais dire que j'aurais aimé entendre, mais Dieu merci, je l'ai beaucoup entendu de mon amoureux qui très tôt, quand il a vu que je m'effondrais, m'a dit c'est super, vraiment c'est super, prends ton temps, repose-toi, c'est normal que t'en puisses plus et prends ton temps quoi, il n'y a pas d'urgence. Et voilà, et j'ai conscience de mes privilèges et j'ai beaucoup de gratitude pour avoir eu son soutien et d'avoir différents types de soutien pour avoir pu prendre 1 an avant de recommencer à aller dans le monde professionnel en fait et à explorer petit à petit qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que je veux plus, qu'est-ce qui me correspond vraiment. Et puis, comme par hasard, ce qui me correspond vraiment, c'est hyper fluide. C'est-à-dire que les gens là viennent... C'est ça aussi, c'est si t'as envie d'offrir quelque chose au monde, c'est que il y a des gens dans le monde qui en ont besoin, quoi. Et pas tout le monde ne fait pas les choses pour plaire à tout le monde, pour que tout le monde te voit ou te comprenne ou quoi. Fais-le parce que ça te fait vibrer, parce que c'est sincère, parce que ça te fait kiffer.
Et c'est là que tu vas trouver tes gens, en fait, et que tu vas trouver ta tribu. Et c'est bien, du coup, que tu plaises pas à tout le monde. C'est bien qu'on plaise pas à tout le monde, parce qu'on est plein d'êtres humains. Il y a besoin de cette diversité. Il y a besoin qu'il y ait des gens qui matchent ensemble et d'autres non. Voilà. J'ai beaucoup divagué, mais bon, vous me connaissez, c'est normal. Deuxième leçon. Réguler son système nerveux permet d'augmenter sa capacité à vivre et à ressentir la joie. Mais alors ça, c'est une énorme leçon. On parle beaucoup de guérir, réguler son système nerveux, se reparenter pour guérir ses traumas, pour aller chercher, aller rencontrer les tréfonds. Et, en majuscule, la régulation du système nerveux, c'est aussi développer sa capacité à ressentir de la joie. De la vraie joie, du vrai plaisir, du vrai bonheur, de la vraie détente. Parce qu'on a relâché l'hypervigilance, parce qu'on a plus de sécurité intérieure, parce qu'on a agrandi sa fenêtre de tolérance. Et en fait, quand on a une toute petite capacité nerveuse, une toute petite fenêtre de tolérance, même la joie et le plaisir sont vus comme mauvaises, comme dangereuses, parce que pas habituelles. C'est vraiment agrandir sa capacité à être vivant, avec toutes les couleurs et toutes les nuances que regroupe le vivant de l'expérience humaine. Avant d'entamer cette rencontre avec mon système nerveux, je me rendais pas compte à quel point j'avais pas beaucoup de vraies capacités pour la joie. Je trouve que j'ai toujours été quelqu'un d'assez enthousiaste, et en même temps, je vois toutes les fois où en fait la joie m'envoyait en tachycardie, en anxiété, en hyperactivation, en c'est trop, en surcharge en fait. C'est pas forcément une crise d'angoisse. Ça peut être juste une surcharge, un trop-plein où après le contre-coup est hardcore. C'est très différent de vivre ce type de joie-là et la joie où il y a un peu plus de capacité, un peu plus d'accès au ventral. Et du coup, c'est une joie détendue et ancrée et profonde et qui ne m'emmène pas dans un Et c'est une joie plus goûtue. C'est vraiment ça le mot, c'est ça, de la saveur. Voilà, ça c'est un gros truc. Si tu es beaucoup dans ta tête, c'est que pour ton système, c'est dangereux d'être dans ton corps. Ça aussi, c'est une très grosse leçon qui m'a beaucoup éclairée, beaucoup soutenue, quoi. C'est plus j'avance sur ce chemin, plus je développe ma capacité à rencontrer ce qui avant n'était pas rencontrable en moi, et plus je me rends compte que y avait énormément de tensions et d'énergie de survie qui étaient coincées, qui n'avaient juste pas pu finir leur course, qui n'avaient pas pu s'exprimer. Et c'est ce qu'on appelle le trauma, hein. J'en parlais dans mon épisode où j'explique les bases du système nerveux. Et en fait, je me rends compte là, de plus en plus que je suis plus à l'aise d'être dans mon corps. En fait, mon corps, j'en fais un endroit où il fait bon vivre. Du coup, j'ai plus besoin de le fuir. Je repense à moi, là, en 2015, 2016, 2015, je sortais de mes études et à quel point je phasais sur les étoiles. La nuit, je regardais les ciels étoilés en ayant une nostalgie d'un ailleurs pas possible et en n'ayant tellement pas envie d'être sur Terre, vraiment, en étant tellement en souffrance, quoi, et en solitude et en « venez me chercher !» D'ailleurs, j'ai toujours adoré la chanson d'Aurora qui s'appelle A Different Kind of Human. Elle parle beaucoup, très fort à cette part de moi, quoi, qui a voulu tellement souvent qu'on vienne la chercher, qu'on la sorte de là, en fait. Parce que sur la Terre, c'est trop dur pour elle. Et là, ça m'a frappée aussi cette semaine. C'est pour ça que je me suis dit, je vais faire une vidéo, j'ai plein de trucs à dire. Je regardais la lune le soir. Il y avait les nuages, beaucoup de vent et la lune qui sortait, qui est quasiment pleine. Et j'ai vu quelques étoiles. Et je les ai vues et j'étais contente de les regarder. Et en même temps, j'étais contente d'être les deux pieds où j'étais. À ce moment-là, j'ai mesuré mon cheminement. Et là, de le verbaliser à voix haute, ça me le fait mesurer encore plus, quoi. C'est une nouvelle dimension qui m'émeut, vraiment. En plus, c'était il y a 10 ans, quoi. Ça me fait ressentir beaucoup de tendresse pour la moi de l'époque et d'envie de lui dire tu vas voir, on va s'en sortir. Tu te sens seule et tu penses qu'il n'y a pas d'issue, mais ça va aller. Petite pause hydratation.
Si tu ne peux pas te passer d'une chose, c'est que c'est une stratégie d'adaptation et non une ressource. La différence entre une ressource et une stratégie d'adaptation, ça va être la notion de choix et de souplesse et d'adaptabilité. Je vais prendre un exemple. Une grosse stratégie d'adaptation dans ma vie, c'est le fait de scroller sur les réseaux, de binger des vidéos YouTube, des séries. Cette même stratégie peut être une ressource ou une stratégie d'adaptation. Et la nuance, elle va être dans de quel espace intérieur ça vient. Est-ce que ça vient d'un espace de choix, de souplesse, de ouais, je sens que c'est ça dont j'ai besoin là, qui me fait du bien, ou est-ce que c'est pour fuir une émotion ou une sensation inconfortable? Ou est-ce que c'est pour me dire que si je le fais, ça va permettre tel truc, et si je le fais pas, oulala, c'est pas bien, ou je suis une mauvaise personne, ou je suis pas assez éveillée, ou je sais pas quoi. J'utilise cet exemple parce que là, je pense pas au fait d'être sur les écrans, mais je pense aux pratiques corporelles, méditatives, spirituelles. Je me suis rendu compte du nombre de fois où en fait ça venait vraiment de il faut que je le fasse pour guérir, il faut que je le fasse pour être une meilleure personne. Si je le fais pas, oulala, ça va mal se passer, X scénario catastrophe ou X blâme ou jugement envers moi. Il faut que je le fasse parce que après ça ira mieux. Et en fait, je me rends compte que c'est parce que j'accepte pas d'être triste ou d'être fatiguée, par exemple. Et en fait, ça va venir d'un endroit compulsionnel, quoi. Un endroit de survie et d'insécurité. Versus, tiens, de quoi j'ai besoin ce matin? De quoi mon corps a envie, besoin? Oui, peut-être que ça va être quelques mouvements de Qigong, mais peut-être que ça va être d'autres pratiques, types de mouvements, une combinaison de plusieurs choses. Là, c'est une ressource parce que je suis vraiment connectée à mon corps et à ce dont il a besoin dans l'instant présent. Et ça vient pas d'une injonction, ça vient pas d'un forcing, ça vient pas d'une peur. Et j'ai le choix, c'est souple. Et j'ai pas l'impression que je vais mourir ou que je suis une mauvaise personne si je le fais pas, ou que je vais manquer un truc ou que sais-je. Enfin, vous voyez la nuance? Et c'est important pour moi de le visibiliser en parlant des pratiques corporelles et spirituelles et de développement personnel, parce que dans le monde du développement personnel, mon Dieu, le niveau de fuite qu'il y a, qui se déguise derrière un éveil. Et c'est pour ça que les plus grandes violences que j'ai vues et que j'ai vécues, c'est dans les milieux spirituels. Ça se fait passer pour de l'amour, pour de l'éveil, pour de la paix, pour du soin, pour tout ce que tu veux, alors que c'est pas ça du tout. Moi-même, j'ai beaucoup été dans la fuite avec des pratiques spirituelles et enfin voilà. Et une leçon très importante en lien avec ça, c'est d'apprendre à ne pas se blâmer parce qu'on va vers nos stratégies d'adaptation. Le système nerveux, il est toujours là pour nous protéger. Et des fois, quand c'est trop et qu'on est submergé, on va aller vers nos stratégies d'adaptation. Et ça ne va pas aider de se couper net et de se blâmer et de se dire « Oh là là, faut pas que je fasse ça ». On ralentit. Ok, je vois que là, j'ai pas les moyens de faire autrement que d'aller scroller pendant 1 heure. Ce qui compte, c'est le moment où je le vois et puis de choisir d'entrer en relation avec ça depuis un espace de compassion, depuis le self. Encore une fois, de se reparenter. Je suis en train de vivre un inconfort et c'est insécurisant pour une part de moi. Et juste de la regarder et de lui dire « Ok, je te vois en fait. Là, je vois que c'est trop. Voilà, déjà ça. Ok, bienvenue, je te vois. You belong. » J'avais vu un réel comme ça qui disait arrêtez de scroller et qui guidait dans le fait de se rencontrer parce que sûrement que là, si on scrolle frénétiquement, c'est qu'on fuit un truc ou quoi. De regarder peut-être cette anxiété et lui dire you belong. En gros, c'est tu as ta place et je te vois et je t'aime. Il y a vraiment cette énergie-là, quoi. Au lieu de te critiquer, te juger, te blâmer, enfin tous les trucs habituels qu'on a reçus, auxquels on est habitué et qu'on s'offre à longueur de journée. Voilà, ça fait partie du reparentage. Ah oui, j'avais noté « Merci à cette part de me protéger quand je suis submergée ». Oui, ça aussi, c'est une grosse leçon. C'est toute la violence que tu te fais à toi-même. Tu vas finir par la faire payer à l'autre, que tu le veuilles ou non. Si tu te forces, si tu donnes alors que t'as pas envie de donner, tout ce qui vient du forcing, ça te fait violence. Et du coup, tu vas le faire payer à l'autre d'une manière ou d'une autre. Et ça va lui faire violence. Et tu vas nourrir du ressentiment.
raison de plus pour accepter là où on en est, voir la réalité telle qu'elle est. Ça permet d'arrêter les cercles vicieux de la violence invisible. Parce qu'on est des êtres de relation, donc on est interdépendants et c'est impossible de passer son temps à se fuir, à se trahir, à se mentir à soi-même, mais d'être hyper sincère, hyper vrai, hyper bienveillant et empathique avec l'autre. Sincèrement, ça n'existe pas en fait. Ça n'est pas possible. Et c'est pareil dans l'autre sens, et ça je l'ai lu sur Instagram, sur le compte Your Courageous Comeback, où ça disait la maturité émotionnelle, c'est d'arrêter d'attendre de la sincérité venant de quelqu'un qui se ment à lui-même. Et d'arrêter d'attendre de l'engagement, de la présence de quelqu'un qui se fuit, qui n'est pas présent à lui-même en fait. On n'a pas besoin que l'autre comprenne, se remette en question, prenne sa part de responsabilité, soit sincère, s'excuse, tout ça, pour avancer et pour guérir. La guérison ne dépend pas de ce que va faire ou pas l'autre. La guérison, c'est personnel, ça t'appartient à toi et il n'y a que toi qui peux t'engager pour toi-même. Personne d'autre peut le faire à ta place, puisque personne n'est dans ton corps et dans ton système nerveux. Les gens peuvent te soutenir, mais c'est différent. Et ça, c'est vraiment une grosse réalisation aussi. Tu n'as pas à répondre à tout, à réagir à tout et à t'investir dans tout ce qu'on t'envoie. Il y a des priorités. Tout ce qui t'est envoyé, que ce soit des messages, des invitations, des énergies, tout ce qu'on est bombardé comme info de partout, enfin, tout ne nécessite pas ton implication, ta réaction, ton énergie, systématiquement et de la même manière partout en fait. Il y a des priorités. Et ça m'a fait du bien parce que j'avais tendance à me rendre disponible un peu sans filtre ou sans penser à ça et sans conscience. Surtout avec les réseaux sociaux, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de choses chouettes et beaucoup de choses moins chouettes. Tout ce que j'y partage, tout ce que j'y produis, c'est énormément de temps, c'est très chronophage et c'est gratuit. Je suis pas payée, j'ai pas de sponsor. Donc c'est pas open bar quoi. Et la conscience aussi que c'est pas parce que les gens ont l'impression de me connaître ou se sentent proches de moi ou me confient leur vie que je suis consentante forcément pour le recevoir. Et en fait, c'est pas parce qu'on se parle sur les réseaux qu'on est amis ou qu'on a une relation thérapeute-patient. Vu que j'ai été thérapeute, j'étais beaucoup constamment dans cette posture. Je suis pas devenue thérapeute pour rien aussi, hein. Bien sûr, ça venait d'envie et de capacité, mais il y avait aussi beaucoup un aspect, ça vient de mes habitudes de survie. Donc c'est ça aussi qu'il a fallu découpler, détricoter. Et du coup, j'avais tendance à être beaucoup comme ça sur les réseaux et à tout prendre et à m'investir dans tout et à répondre à tout. Alors que, non, c'est pas ma place. Puis il y a des fois où juste les gens, ils peuvent le trouver sur Google, quoi. Enfin... Et il y a des gens, c'est juste, ils se comportent un peu comme des enfants, quoi, et pas comme des adultes, et ils veulent que quelqu'un le fasse pour eux, qu'une figure de sécurité le fasse pour eux, et en fait, il y a même pas la question de est-ce que t'es consentante ou pas, et la considération de t'es un être humain, en fait. Tu me dois pas tout, et tu dois pas me dire oui tout le temps, et ne pas avoir de limites, et dire oui à tous mes comportements, ou à tout ce que je dis, à tout ce que je fais, enfin... Et je pense aussi à des relations dans la vraie vie, hein. J'ai eu des relations qui se sont passées comme ça, quoi, où c'est pas du tout une relation d'adulte à adulte et où il y a la considération qu'on est deux êtres humains, quoi. Et voilà, donc d'avoir cette conscience-là qu'il y a des priorités et qu'il y a des limites, c'est très important. Il y a différents degrés d'intimité en fonction des gens et ça nécessite différents degrés de partage. Tu ne vas pas t'ouvrir pareil avec tout le monde parce que pour vivre de l'intimité, il faut de la sécurité. Avant le burn-out, c'est toujours ça, le gros avant-après dans ma vie. J'avais tendance, même un petit peu après le burn-out, j'ai l'impression que ça fait que quelques mois que je commence à réguler ça, j'avais tendance à m'ouvrir à tout le monde et n'importe qui, à montrer des choses de moi à tout le monde et n'importe qui, et de partager presque compulsivement, parce que tellement soif d'empathie, en fait. Tellement un gouffre de manque d'empathie, de compréhension, de je me sens vue, on est avec moi, je me sens comprise, que du coup, je prenais pas 5 minutes pour sentir, pour capter, pour rencontrer par étapes, petit à petit, en fait, mais est-ce que cette personne, elle est capable d'entendre ça ? Est-ce que elle est disponible ?
Et ça, malgré ce qu'elle dit, parce qu'il y a des gens qui peuvent avoir l'air disponible ou montrer une façade très je suis dans l'écoute et je suis disponible, mais en fait, en termes de système nerveux, je sens que quoi que je dise, la personne, elle fuit et ça la fait réagir de ouf, mais elle se contient de ouf et elle veut pas que ça se voie. Enfin, il y a des trucs, c'est assez, c'est assez éreintant. Et voilà, et du coup, bon, ça fait vivre que des trucs pas cool, quoi. Donc, encore une fois, on en revient toujours à là où en sont les gens et là où j'en suis vraiment. Et moi, pareil, il y a beaucoup, beaucoup de fois où j'ai dépassé mes limites et du coup, après, j'ai du ressentiment envers l'autre. Et après, j'explose, quoi. Je supporte plus la personne, je fuis, Et du coup, c'est désagréable pour l'autre, en fait, et c'est désagréable pour moi et pour tout le monde. Et d'où l'importance d'être vraiment en lien avec soi et avec sa vraie capacité, sa vraie énergie, et d'accepter ses limites, et d'accepter de les poser. En plus, plus on va accepter, plus ça va augmenter notre capacité, en fait. C'est automatique. Ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Le dernier point que j'ai écrit, c'est impossible d'être en relation avec quelqu'un qui n'est pas honnête avec lui-même, qui ne peut pas voir sa propre humanité et admettre qu'il a peur ou qu'il a fait une erreur ou de vivre sa propre vulnérabilité. Moins la personne est honnête avec elle-même, plus elle est inconfortable avec sa propre vulnérabilité, plus elle va essayer de te faire passer pour une fou ou pour une folle ou pour un fou face à la réalité de ce qui se passe et face à ce que tu ressens. Il y a le côté je te fais passer pour une folle et il y a aussi le côté miroir, c'est celui qui dit qui est. Tout ce qui est je te renvoie que c'est toi le problème, c'est un gros signe que voilà, la personne, elle peut pas être avec elle. Et du coup, elle va projeter ses insécurités sur toi. Ça, c'est quelque chose que j'ai maintes fois vécu. Et que maintenant, je ne laisse plus faire. Et que je repère beaucoup plus tôt. Donc, je sais mieux m'entourer aussi de plus en plus. Et ça fait du bien. C'est libérateur et c'est détendant et c'est sécurisant aussi d'avoir un entourage proche sur lequel on peut compter et qui va pas au moindre conflit, au moindre couac, te faire tout peser dessus et pas chercher plus loin. Et j'ai vu des gens complètement transformer la réalité, complètement transformer le narratif, parce qu'en fait c'est impossible pour eux d'être avec la réalité, encore une fois, et de voir et juste d'entendre et de se relier avec empathie à ce que je peux vivre, parce que ça la met face à des choses en eux qui sont pas en capacité nerveuse, encore une fois, de système nerveux, de voir quoi, et d'être avec. Il y a quelque temps, j'écrivais j'ai envie d'être là avec des gens qui sont là et qu'on soit là ensemble. Et c'est très simple, mais c'est pas forcément facile. C'est ça la nuance. C'est simple, mais c'est pas forcément facile. Voilà, j'ai fini ma petite liste, grande liste finalement. Il y en avait des choses à dire. J'espère que ça vous aura parlé, soutenu, inspiré d'une quelconque manière. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires. Likez, commentez, partagez cette vidéo, abonnez-vous, vous connaissez la rengaine, ça me soutient beaucoup. Et on va finir par notre petit rituel pour les personnes qui sont encore avec moi. Merci d'être là jusqu'au bout. Commentez avec votre emoji préféré qui vous évoque le printemps. Je vous dis à la prochaine. Merci d'être là. Merci d'être sur ce chemin avec moi. À bientôt. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez et n'oubliez pas d'être un parent bienveillant pour vous-même. Vous le méritez.